and you're watching CPAC's special coverage of the 2026 Conservative National Convention, coming to you from the BMO Centre in Calgary. Hello, everyone. I'm Michael Serapio. Ici Marc-André Cossette. Merci d'être avec nous. And we are going to continue the coverage today. As you say, a lot has already been happening in this main room, but throughout the whole convention center, there's been much discussion amongst delegates as well as MPs, as we've heard a few of them take to the stage. And right now, we're essentially into a lunch break, Marc-André, but the work does continue ahead of tonight's speech from Pierre Poilievre. Oui, absolument. Donc, on vient juste de terminer une série d'ateliers de travail à la fois sur la Constitution, mais aussi sur les politiques. Et donc, on verra celles qui seront mises de l'avant aux délégués demain. Mais pour l'instant, comme Michael a mentionné, on va prendre une pause pour le dîner et à compter de 13h30, les travaux vont reprendre avec encore une série d'ateliers de travail sur les politiques. Il y en aura une d'ailleurs qui sera ici dans cette salle qui porte plus précisément sur l'imputabilité gouvernementale. Donc, on pourra partager celle-là avec vous. Il y aura également un discours de la part de l'exécutif national. Ça, on n'y aura pas accès. Mais tout cela, évidemment, prépare le terrain à vraiment le grand moment de la journée à 18h30, heure des Rocheuses. Et c'est bien sûr le discours du chef Pierre Poilievre. And of course, joining us right now to talk about what has already happened, what we're expecting to transpire through the day, as Marc-André has walked us through, is Stephanie Levitz from the Globe and Mail, and beside her, Jolatini Bellevance, the Ottawa Bureau Chief for La Presse. Thank you for joining us again. Thank you for the invitation. Liz, I'm going to start with an idea of what we have just witnessed here, because really, for party members and delegates, this is the first postmort that they can actually give on last April's vote. And breaking no news here, they expected to win that election. Conservatives did not. The Liberals did. So when you have watched and listened and spoken to people in this convention center, what's the key message? What are you getting from this postmort of the election campaign? Nobody was happy with how it ran, right? And I mean, when I say how it ran, I think you can unpack that into a different buckets, right? There are people who are upset about the policy direction of the last campaign, Mr. Poilievre's platform, how he responded or didn't respond to the threats being posed by Donald Trump. What I think we've seen behind us here this morning is the frustration over the mechanics of the election. The sense that they didn't have candidates ready on time, the sense that, the picks from riding associations were ignored, that there was no transparency. And you have a sense that delegates here are really venting their spleen in that regard, saying, you made all of these mistakes. We want changes. And I think some of that feeds into the vote later tonight, because now they can maybe feel that they've had their say, they've made their case for change, and maybe that will influence whether they say yes or no to Mr. Poilievre later on. Almost as it's the apparatus behind the scenes that they want to see the change, while at the same time expressing support for the leader, which we know when you look at the most recent polling numbers amongst the Conservative base, Pierre Poilievre remains popular. It's the general population that becomes a challenge for him, Marc-André. Oui, tout à fait. C'est la grande question, à savoir, Joël Denis en parlait, comment M. Poilievre a réussi à faire ce pivot de la base conservatrice. On sait 78% approuvent de sa performance, pensent que le parti va dans la bonne direction, mais c'est vraiment comment aller chercher des électeurs ailleurs au pays, rassembler ces gens-là. C'est quand même un défi important pour M. Poilievre. Oui, et il faut rappeler que le Parti conservateur a quand même rapporté beaucoup de sièges aux dernières élections, mais pas suffisamment comme ça à quoi on s'y attendait, et que le défi encore, c'est d'additionner. Et est-ce que M. Poilievre a le style, le leadership et le comportement qui va permettre d'additionner? Aller chercher d'autres électeurs, c'est bien de séduire sa base, mais c'est pas ça qui te mène au pouvoir, c'est de séduire l'électorat. Et là, le défi est grandissant. Et ce que j'ai constaté, j'ai parlé à quelques députés, quelques délégués au cours de la matinée, et ce qui ressort de plus en plus, et ça j'en suis fasciné, c'est que ces gens-là s'attendent à ce que Mark Carney tire la plug, provoque des élections au printemps. Et ça, est-ce qu'on sent l'urgence ici dans la salle? Pas encore, mais ça va vouloir dire que le Parti conservateur doit, dans son esprit, se préparer à une possible élection fédérale au printemps. Ce scénario est de plus en plus évoqué en coulisses. Et donc, ça veut dire que Pierre Poilievre, s'il obtient son vote de confiance ce soir, il devra se tourner forcément vers les prochaines élections fédérales parce qu'on est toujours en face d'un gouvernement minoritaire. Et ça peut arriver à tout moment. Et les libéraux étant les libéraux, ce sont des opportunistes. Ils aiment pouvoir profiter des occasions qui s'ouvrent à eux. Et en ce moment, la fenêtre, je pense, s'ouvre possiblement pour une élection fédérale, même si M. Carney a nié dans les entrevues qu'il avait l'intention de déclencher les élections. Si l'occasion en or est rêvée, les stratèges libéraux vont convaincre, je pense, Mark Carney d'y aller au printemps
pour aller chercher de nouveaux sièges. Et cette fameuse majorité, parce que je m'excuse si je m'étends un peu là-dessus, mais il y a quand même des menaces existentielles qui pèsent sur le Canada, Donald Trump et ses menaces tarifaires, et l'unité nationale. C'est devenu cette semaine un enjeu dominant de l'actualité avec ce qui se passe en Alberta, mais aussi ce qui pourrait se passer au Québec. Mm-hmm. And not only that, add to that the polling numbers right now, right? Because the Liberals are doing rather well, and so much so, and I keep repeating this because it stands out for me in the latest advocacy data numbers. 1 in 5 voters who identify Conservative approve of Mark Carney's performance. And ultimately, for this Conservative Party, what they need to add is hundreds of thousands of votes. But if they're losing it to people who are willing to live with the Mark Carney government, then that challenge becomes even greater. You know, Stephanie, I want to go back to you, though, this idea of the grassroots expressing itself right now here in Calgary, because part of that debate between the riding associations and the national executive, to me, it goes to a bit of the I guess the contradiction that we're seeing here, because we're talking about a political party that was born out of a grassroots movement, right? And when you look at the reform portion of this, the Canadian Alliance portion that came with the Progressive Conservatives to form this modern-day Conservative Party, reform was all about the grassroots and really a bottom-up communication. But that's the tension that we're seeing here, that there are people here saying you're not listening to us when we can contribute to a victory for this party. And more than once we heard people say, we could have won, we could have won. Yep. And, you know, that strikes me because I guess there's a bit of a natural cycle of things, if you will. If we went all the way back to when the Conservative Party merged and it was put together, and over time when Stephen Harper was leader of that party, he moved to, you know, centralize command control, take control of the party, and then he lost. And I recall, like, in the conventions after the Conservatives lost power in 2015, you saw the grassroots coming on back and saying, hey, give us that control back, give us that power back. And they've been fighting over it ever since. What's the interesting challenge or tension, I suppose, with Mr. Poilievre is he's supposed to be their guy. He is supposed to be and has really styled himself as the man of the people. He has, to some effect, rebuilt this party, regrown this party. I don't see a lot of that in the folks at the microphone arguing about the policy. I've also found that kind of interesting. You don't see that reflected. But there is this tension between, I think, the party needing to listen to what EDAs are saying, because it is true. The EDAs are saying, hey, we raise the money. Hey, we get out there and knock on the doors. Hey, we get out there when it's, you know, pouring rain and we're pounding in signs, and you're coming in and telling us who you want the candidate to be. That's not fair. I also think there's a lot of people in the party who actually want to give Mr. Poilievre that power and just say it'll be cleaner if we can control it from the center. And that's difficult when Mr. Poilievre's image is very much, I am of you. Of you, building it, as he says, with young Canadians, building it with working class Canadians, bringing in people who they don't identify as the quote-unquote Laurentian elite, right? And that does go to the narrative. You know, to either one of you, you know, Jardini en français ou en anglais, c'est ton choix. Are you sensing a division between what we're hearing from delegates versus what we're hearing from MPs? Because from MPs, there's clearly a message of Pierre's the guy, Pierre's the guy, Pierre's the guy. We see it time and again when they take to that stage. I mean, I would say there's what MPs are saying publicly, and then there's what MPs are saying privately, and the extent to which, you know, this event has been carefully scripted so that every single person who gets up there is telling these delegates, vote yes for Pierre. And I wonder about that a bit. I wonder why that cell has to be so aggressive. Like, do they not feel that they have the party on side, or what's going on there? I think with delegates, though, my sense is that it's not that they don't support Pierre, right? It's this idea that they just want some accountability for the mistakes they perceive were made in the last election. And they don't know where that accountability is coming from. I mean, you heard there was a delegate here speaking to a resolution who was, how no one ever holds, you know, the National Council accountable for anything. Why not? And then someone else said, well, if you don't like them, boot them out. You know, you vote for them. And I guess, sure, that's democracy too. But I think that's the tension. I think MPs also want to see some accountability. I think the decision to remove Jenny Byrne and have her step down as campaign chair and take more of a backseat role was some degree of accountability. But everyone is still looking for that. And they're still looking for some degree of acceptance. Hey, you know,
we made mistakes that meant it didn't go the way it should have. Not, oh, well, we were dealt a bad hand, but look at our great results. I think people want a little more depth than that. Jean-Denis? Moi, je pense qu'il y a une forme d'appui assez solide au sein des délégués envers Pierre Poilievre, mais je suis d'accord avec Stéphanie. Les députés, publiquement, vont dire qu'on appuie Pierre Poilievre, mais ils se gardent quand même une certaine marge de manœuvre. C'est pour ça qu'ils ont voté en faveur du Reform Act, pour se donner le pouvoir de, si ça ne tourne pas rond, s'ils voient que Pierre Poilievre ne réussit pas à renverser une tendance l'autre, qu'ils pourraient tout simplement organiser un putsch comme ils l'ont fait contre, Erin O'Toole. C'est comme ça qu'il a été mis à la porte. Donc, on s'est gardé cette possibilité. C'est un épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Pierre Poilievre. Les délégués, je pense, sont solidement derrière Pierre Poilievre, mais les députés, ça, c'est une autre affaire. Parce qu'ils le voient de plus près que tous les délégués, chaque jour à la Chambre des communes, comment ils distribuent les questions, comment ils distribuent les rôles, quelle place ils laissent aux députés pour qu'ils puissent s'épanouir, prendre leur place, démontrer que Pierre Poilievre, oui, c'est le chef, mais il y a aussi une équipe importante autour de lui. Ça a été, je pense, une des grandes faiblesses de la dernière campagne. Ça a été trop centré sur Pierre Poilievre. On ne savait pas qui pourrait être le ministre des Finances, par exemple, ou encore le ministre des Affaires étrangères. C'est un élément important d'un choix d'un électeur. Qui est l'équipe? Trop concentrée sur Pierre Poilievre. Et ça, je pense que c'est une lacune qu'il faut ne pas oublier. Là-dessus, je vais donner, est-ce que vous pensez qu'on commence quand même à voir les débuts d'un changement d'approche de la part de Pierre Poilievre? Parce qu'il a quand même, on a vu sa réponse, son discours en réponse à celui de Mark Carney, essayer de prendre un ton plus d'un chef d'État. On voit qu'il accorde des entrevues qu'il n'aurait certainement pas accordées par le passé. Il reste à voir si, comme vous le mentionnez, il va vraiment réussir à ou vouloir ramener et donner plus de profil à d'autres membres de son équipe, mais pour l'instant... Je vous dirais, c'est un peu une forme de cha-cha, si vous me passez l'expression. 2 petits pas en avant, 2 petits pas en arrière. Ouais. Parce que depuis septembre, M. Poilievre s'est concentré à séduire sa base, et ensuite, on a vu des éléments où il voulait être un peu plus premier ministrable, si on veut dire. Mais après ça, la semaine d'après, il recule. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de cha-cha politique de la part de M. Poilievre. Well, you talk about the accountability of the party and, the Reform Act in terms of being able to elect a leader out. Although I think it's fair to acknowledge that out of this convention, there will still be many people in Ottawa watching, not so much perhaps internal debate within the party, but an actual break, because the idea of floor crossing has been introduced into this parliament. We've had 2 Conservatives cross over to the Liberals to hear it from the Liberals. They've been speaking to Conservative MPs who are considering it. How much of that is a possibility? How much is that riding on what comes out of Calgary this weekend? I certainly think there's room for that. If you look at a political narrative and you look at what did Chris D'Entremont say when he chose to leave, what did Michael Moss say when he chose to leave? I could see a world in which, the outcome of the policy resolutions at this convention, maybe even some of the constitutional debate, an MP could potentially try to make the argument, listen, I sat in and I've now realized this isn't my party. Their priorities are not my priorities. I am crossing the floor. That remains a distinct possibility. It also is possible the New Democrats are the ones to lend Mr. Carney his majority, which would create a different scenario for Mr. Poilievre, probably not be as politically damaging for him. But I think where caucus and MPs still hold a great deal of power is not just the Reform Act, of course, but that is their power, yep. Right? The thing that they're looking for the poll numbers, right? They're watching to see, okay, what is the plan here, Mr. Poilievre? How are we turning it around? Because you can't keep at more of the same. And that's something I think a lot of us have been thinking about since the election. Yes, the Conservatives far surpassed, their popular vote total. They picked up new votes. They grew the coalition. They still need 6% more, let's say, comfortably. Mm-hmm. And it's not clear to me, at least from what Mr. Poilievre has said, it sounds like he's just going to keep on the same path. Maybe that's going to be enough. Maybe it is. But I'm not sure that it is. And I think a lot of people here don't think that it is. And so they're wondering, well, what are you going to do to turn it around? Because crossing our fingers and hoping that something else is going to happen, it's not going to work. Et c'est sûr que l'effondrement du NPD lors de la dernière campagne a beaucoup aidé, mais comme Steph le mentionne, c'est certainement pas une stratégie gagnante. Ça. Non, et moi j'ajouterais ceci. Aux dernières élections, c'était l'enjeu principal, c'était Donald Trump. Ouais. Qui est le plus à même d'affronter Donald Trump? Mark Carney l'a gagné. Cette semaine, on a introduit une nouvelle dynamique dans la conversation nationale. L'unité du pays.
Maintenant, Pierre Poilievre doit non seulement se présenter comme la meilleure personne qui peut affronter Donald Trump, mais aussi maintenant la meilleure personne qui peut préserver l'unité du pays. Et là-dessus, le Parti libéral, historiquement, a toujours été vu comme le meilleur parti pour protéger l'unité du pays. Le Parti conservateur n'a pas un avantage là-dessus. Donc, ça aussi, je pense, ça fait en sorte que ça augmente les chances de voir d'autres députés conservateurs, parce qu'ils sont inquiets de l'unité nationale, faire le saut du côté du gouvernement libéral. Ça augmente les chances totalement en raison des événements de cette semaine. Yeah, and I'll pick up on that point because we don't know what's going to be in Pierre Poilievre's speech this evening, but more than one person I've spoken to have asked, will he address Alberta separatism? Exactly. Right? Because it certainly, not so much in this convention so far, but it certainly raised its head at the UCP, the United Conservative Party convention, the provincial wing here in Alberta when they met at the end of last year. And in terms of how he deals with that, I know that Calgary was a careful orchestration on behalf of the party to show unity, to show strength. This is, the bedrock or the base. But will he have to address Alberta separatism? Again, that's a question being asked in this room. I don't know if anybody wants to contribute to that whatsoever, any speculation on that. I mean, I think we know that his messaging tonight is going to be an extended discussion about his hope narrative, the thing that he's trying to do. And in this moment of fractured national unity, that hope can't just be economic, right? It can't just be, I hope you can buy a house, or I hope we can have a safer community. It has to be about our national unity. And so it becomes, I suppose, the subtext is about Alberta separatism. The subtext is about Quebec separation. The subtext is about Trump. Does he take that bold step and name it? Be explicit about it. Be explicit about it, right? And then what does that look like for him? And it'll be interesting to see based on that. Danielle Smith is scheduled to speak here tomorrow, the Premier of Alberta, of course, and that'll be something I wonder if she'll have to speak to as well in this particular room, because it probably counts among the delegates, people who might be sympathetic, at least, to the separatist cause. J'ai posé la question à des délégués ici, puis pour plusieurs d'entre eux, c'est déjà réglé dans leur tête que ceux qui proposent de tenir un référendum en Alberta obtiennent les signatures nécessaires pour aller de l'avant avec un référendum. Which they're confident that they will get it. D'ici le 2 mai. Donc, pour eux, il va y avoir un référendum en Alberta au mois d'octobre, selon eux. Donc, ça devient un enjeu qui est incontournable. Pierre Poilievre devra se prononcer, comme Stéphanie l'a dit, sur la question du séparatisme de l'Alberta. Et s'il n'est pas assez fort, il peut perdre des plumes en Ontario, où l'unité du pays est au cœur des préoccupations des Ontariens. L'Ontario a toujours joué un rôle prédominant dans le dossier de l'unité nationale. Et là, si on voit que Pierre Poilievre, comme chef d'un parti fédéraliste, est incapable de s'occuper ou de s'attaquer, de contrer le mouvement séparatiste au Québec et en Alberta, il va perdre des plumes encore en Ontario. C'est la province la plus importante pour ce qui est d'atteindre le pouvoir. Plus de 130 sièges à la Chambre des communes. Yeah, which means, of course, Marc-André, a lot is riding on tonight's speech, which we'll, of course, be broadcasting for people at home here on CPAC. Oui, tout à fait. À 18h30, comme Joël Denis mentionnait, je pense, évidemment, il faudra voir ce que ce discours contient, mais moi, ça fait longtemps qu'on attend ce pivot de Pierre Poilievre. Et comme vous le mentionnez, il y a toujours eu des tentatives de le faire. On ne sait pas trop ce qui l'empêche d'aller plus loin. Je me pose la question à savoir, une fois qu'il aurait finalement enfin mis fin à ce concours, s'il aura enfin peut-être la permission, il se donnera la permission de faire une réorientation, mais jusqu'à date, ça n'a pas été exactement ce qu'on attend de M. Poilievre. Donc, exactement. Et juste pour conclure là-dessus, j'ai posé la question à un député. Je lui ai suggéré, est-ce que Pierre Poilievre devrait enfiler ses habits de Johnny McDonald? Et il a dit, voilà une brillante idée qu'il devrait faire, parce que Johnny McDonald, au sein du Parti conservateur, c'est une idole. Et même au sein de bon nombre de Canadiens, même s'il y a eu par la suite des critiques au sujet de sa politique envers les Premières Nations, il reste que c'est un héros pour les conservateurs. Il peut mobiliser sa base, mais aussi il peut se présenter comme celui qui va protéger la Fédération canadienne. Oui, tout à fait. Au final, le sort de M. Poilievre, évidemment, on l'a dit, reste avec les 2500 délégués qui sont rassemblés ici à Calgary. Mon collègue Rémi Autier a d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre eux ici, dont Nicole Hawley, une déléguée de la circonscription ontarienne de Stormont-Dundas-Glengarry, actuellement représentée par le député conservateur Eric Duncan. On peut écouter leur échange. OK. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez me donner votre nom complet puis votre rôle ici? Oui. Mon nom, c'est Nicole Hawley, puis je suis déléguée pour le Parti conservateur pour Dundas South Glengarry. Alors, Mme Hawley, vous êtes à votre première convention pour le Parti conservateur.
Bon, ça a commencé hier, mais les grosses journées, c'est aujourd'hui et demain. Vous vous attendez à quoi aujourd'hui? C'est quoi qui est votre priorité? Pour moi, c'est surtout un apprentissage, parce que c'est la première fois que je suis à une grosse convention de même. C'est pour rencontrer plusieurs personnes qui sont dans le parti, avoir des différentes opinions, des différents points du pays. Puis, ouais, c'est surtout le fun pour rencontrer du monde, puis d'apprendre un peu ce qui se passe, puis comment on peut mieux faire pour avoir du succès finalement aux élections. Chaque année, il y a des motions, il y a des opinions ou des éléments qui sont mis de l'avant que le parti devrait défendre. Il va y avoir des débats. Est-ce qu'il y a des enjeux qui vous parlent particulièrement, des motions, ou des résolutions, en fait, oui, c'est ça, qui vous tiennent à cœur? Ben, je dirais surtout, encore comme je dis, c'est d'apprendre un peu qu'est-ce qui se passe, où est l'importance du parti, comment est-ce qu'on va avoir plus de succès à intégrer surtout les jeunes dans le parti, peut-être rentrer un peu plus dans les côtés du pays où c'est un peu moins populaire, comme le Québec. Puis, oui, la résolution, c'est à la fois, là, je regarde ça, mais c'est surtout pour faire ça aussi ouvert que possible pour le monde, de rentrer dans la conversation, d'être excité par les idées qu'on propose, puis d'agrandir la maison du Parti conservateur. Il y a les résolutions, mais bien sûr, il y a un élément important en fin de semaine, le vote de confiance. Je vois vos macarons, oui, à Pierre, United avec une photo de Pierre. Donc, clairement, vous, est-ce que c'était important pour vous de venir, entre autres, pour donner votre appui à l'actuel chef? Oui, certainement. Non, je trouve, écoute, moi, je trouve qu'il est un bon représentant du Parti conservateur. Je sais que la situation est difficile avec l'Alberta qui est comme tannée avec ce qui se passe. Côté est du pays qui est un peu plus difficile à rentrer dedans, mais je pense qu'il est une personne assez équilibrée qui est quand même capable de amener tout le monde ensemble pour une victoire. Puis je pense qu'il a travaillé assez fort pour l'avoir. Absolument. Puis, vous avez commencé à parler aux gens. Est-ce que vous entendez une grande vague de soutien? Parce qu'on a vu dans les médias, il y en a qui disaient « Ah, il y a des doutes, tout ça. » C'est quoi que vous entendez de la part des gens que vous avez rencontrés à date sur ce qu'on devrait voir cette fin de semaine ou le vote pour Pierre Poilievre? Pour le présent, le monde que moi j'ai parlé, il l'appuie. Oui. Je n'ai pas entendu autre chose jusqu'à présent. Mais je n'ai pas parlé à tout le monde non plus. Non, il y a beaucoup de gens quand même ici. Oui, quand même. Puis en terminant, vous avez parlé, d'essayer d'espérer d'amener plus de jeunes, de changer un petit peu, d'apporter un nouveau sang, on pourrait dire, au parti. On a vu quand même des jeunes. C'est votre première convention par rapport à ce que vous voyez en termes de qui fait partie du Parti conservateur. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous avez des belles surprises? Est-ce que vous avez des éléments que vous dites « Ah, il faudrait qu'on aille plus vers tel groupe » ou quelque chose comme ça? Mais je pense que les idées du Parti conservateur sont quand même bons pour ce qui concerne les emplois pour les jeunes. Parce que je pense que les autres partis, c'est plutôt côté syndicat, côté travailler pour le gouvernement. Mais le Parti conservateur, pour moi, ça ressemble plus le travail pour le monde les jeunes qui travaillent dans les domaines comme des électriciens ou qui travaillent dans des domaines de même. Puis ils ont de la difficulté à s'acheter le style de vie que nous, qui sont déjà établis, sont habitués. Donc, j'espère que le message va passer plus. J'ai vu beaucoup de jeunes qui s'impliquent et puis ça m'encourage. Ouais. Mme Harley, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente convention. Merci beaucoup à vous.
Remy Oche, thank you for that. I'm Michael Serapio, back to you here from the Conservative National Convention. And seated beside me, rather, is Scott Aitchison, Conservative MP for Parry Sound Muskoka. Scott, thanks for making the time. Thanks for having me, Michael. Always great to be here. And always good to see you. Listen, I first get a measure from you as to the kind of enthusiasm you've been seeing amongst Conservatives in this room, because there's estimated to be over 2,000 delegates here. What's the mood that you're sensing right now? Well, I mean, I'll tell you, conventions are always fun because it's just such a great opportunity. It's like a reunion, a family reunion, right? So you get to see people from all across the country you haven't seen in a while. People are animated. This is the biggest convention we've ever had. And I got to tell you, everyone has been super excited and animated, excited to be here, excited to support Pierre. And it's great to see everybody again. Everybody seems pretty positive. Yeah, pretty positive. Although I have to say, starting today, new numbers came out from Abacus Data, and in many ways, it's tracking what other polling firms have been tracking. This building of support for Liberals right now. So much so, this is what David Coletto had to say from Abacus: that Liberals are at their strongest position since the election. So much so that 20% of people who identify themselves as Conservatives are actually approving of the Prime Minister's performance. How problematic is that as your party comes together? Well, I think that that support that Prime Minister Carney is seeing right now is based on a lot of promises. He's promised to do an awful lot of things, and not a lot of it has happened yet. And so I think that our job as a Conservative party is to make sure that we continue to make the case for the Canadians across this country that are still struggling to buy a home, still struggling to put food on the table. We've watched Prime Minister Carney travel around the world building new markets. He really hasn't signed many agreements. He hasn't really, maybe these things will come to fruition, but that has not impacted the daily lives of Canadians who are visiting food banks. Food bank use in this country is still higher than it's ever been in history. And so these are the everyday issues that Canadians are facing, that it's our job to make sure that we're prosecuting the case for the failures of the government and making sure that we show that we have a plan to solve those affordability issues. Okay, a plan, policy. Is Pierre Poilievre the guy to sell that plan or policy? Because I think for many Canadians, they're not associating a plan or a policy with him. They're associating political attacks with him. Well, listen, I think two things here. Pierre Poilievre has been an incredibly effective leader for this party. He has grown this party dramatically. He grew our vote share in the last election dramatically, higher than it's ever been since Brian Mulroney. He's made incredible gains for us. He's animated an entire generation of young Canadians who frankly do feel like this country is broken. We have a lot of work to do. And I think that Pierre's he will do an incredible job of making that case and continue to make that case for a generation of Canadians who maybe thought they were going to vote for Mark Carney because he made them feel safe. They need to understand that those fundamental problems with our economy, with the challenges that we face that are affecting the lives of Canadians, that older generation, they need to care about that too. Okay, concretely, though, how does he turn that around, though? Because you look at Carney's preferred numbers as Prime Minister. They have been ahead of Pierre Poilievre by about 20 points for the better part of a year. How does Pierre Poilievre turn that around and position himself as tomorrow's man as opposed to the man for yesterday's moment? Well, listen, like I said before, I think one of the challenges that Prime Minister Carney is going to have is his popularity is based on a lot of promises, a lot of hope. And frankly, right now, we haven't seen any results from that. And I suggest to you that, the policies that they've come up with on housing, for example, I focus on housing. He's come up with a plan for housing that creates a fourth federal housing bureaucracy that's somehow supposed to speed up housing, and it's going to focus on non-market housing. We need to build 500,000 homes a year in this country to restore affordability. That's the CMHC number, and they are trumpeting this fact that they're going to build 7,500 units. That's getting us nowhere near close to the numbers we need to get to. So again, it's based on their promises to do better. It feels in many ways like the Justin Trudeau era. Great photo ops, great announcements, grand plans. But the results are just not there. The root cause of the housing situation, problems in this country, particularly in the largest markets, are the cost of local government. He promised the election campaign that he was going to help address that problem by getting development charges cut in half. We've heard nothing about that. And guess what? Housing starts in the GTA and the Lower Mainland, where housing local fees are the highest, have gone off a cliff. And so the problem is going to continue to get worse. So I think people have heard his promises.
I think they're going to start waking up, realizing that the follow through is just not there. Mm-hmm. And in terms of concrete terms, how does Pierre Poilievre sell that? You speak of housing very, very well, but in concrete terms, how do you turn that around as an example? Oh, listen, there is no one who works harder than Pierre Poilievre. He's consistent. He will focus on those issues. He will continue to speak to, I think, the Canadians that are facing the challenges that we're talking about. And I think he'll do a great job of actually addressing maybe the older generation that don't see those challenges quite as acutely. He's an effective communicator, one of the most effective communicators in public life today. And I think he'll do a great job of connecting with all generations of Canadians to make sure that they all recognize that the success of the next generation doesn't have to happen at the expense of the boomer generation. But their success is all of our success, and that's an important message for everybody here. Okay. Listen, you talk about support, and certainly internally amongst the Conservative base, Pierre Poilievre, if you look at the latest ABEX numbers, has the support. 79% of Conservatives say they approve of Pierre Poilievre as leader. Is that the bar that he has to meet tonight in the leadership vote to continue on as Conservative leader? I don't know what the numbers will be, and I'm not terribly concerned about what the number is. I have no doubt, absolutely no doubt, that Pierre's support tonight after this vote will be overwhelming. This party is really very supportive of him because, you know what? He built a pretty incredible party, and that all the members of our party and certainly the delegates here, I think, are really supportive of him. We want to see him take that next step and form government. Next step, what is the first next step for you? Well, we get through this convention, get Pierre confirmed, and then we get back to work in the House of Commons and focusing, frankly, what Canadians want us to focus on. We've made it very clear that we'll work with the government. We're going to work with them very cooperatively on important and useful legislation that can address the problems with crime in some of our major centres, address the bail issues that we have in this country. If the government's prepared to work with us, we're prepared to work with them. We've tried to move unanimous consent to get a couple of things going, but they haven't really wanted to play ball because they want to make us look like we're obstructing them. Listen, we're here for the good of Canadians. That's our objective, and we'll work with the government to do that. We want to advance good policy that solves problems that Canadians are facing every day. We said we'll work with them. We'll continue to do that, and we will continue to demonstrate why Pierre Poilievre should be the next Prime Minister of Canada. Okay. Well, we're watching the vote this evening. Until then, Scott Aitchison, always nice to speak with you. Thank you for the time. Thanks, Michael. Bienvenue de retour dans le hall de congrès ici au Centre BMO à Calgary où il y a quelques 2500 délégués qui se sont rassemblés pour décider non seulement de l'orientation future du Parti conservateur du Canada, mais bien aussi du futur, de l'avenir de son chef, Pierre Poilievre. Et pour nous aider à mieux décortiquer la situation, les défis auxquels M. Poilievre et son parti sont confrontés, je reçois Philippe J. Fournier, fondateur et rédacteur en chef de Canada 338. Philippe J. Fournier, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, merci de me recevoir. Alors, vous êtes analyste des sondages. J'ai eu un paquet de sondages qui ont été publiés cette semaine. Alors, parlons justement de leurs chiffres parce qu'il y a vraiment tellement de chiffres intéressants. Peut-être on peut le dire aussi préoccupant pour M. Poilievre. Si on parle de l'écart qui se creuse maintenant davantage en ce qui concerne les intentions de vote entre les libéraux et le Parti conservateur, mais aussi la cote de popularité de M. Poilievre et il y a aussi des chiffres par rapport à les différences entre sa base conservatrice et le reste de l'ensemble de l'électorat canadien. Qu'est-ce qui vous saute le plus aux yeux? Bien, je pense que le premier indicateur qu'on regarde, c'est bien sûr les intentions de vote. Ce n'est pas tout, mais c'est le premier. Et au cours de l'automne, les chiffres ont été incroyablement stables. On passait d'une égalité à peut-être 2 ou 3 points d'avance pour les libéraux. Mais au cours des 2 dernières semaines, depuis la mi-janvier, nous avons vu des sondages qui allaient de libéral plus 2 à libéral plus 9. On a vu le léger qui a été publié au milieu de la semaine. Et avec des écarts importants dans des régions clés. On parle bien sûr du Québec, l'Ontario et aussi la Colombie-Britannique. Et donc, dans les projections de sièges qui vont être publiées sous peu, on voit que le Parti conservateur recule et l'écart se creuse entre les libéraux et les conservateurs. Donc ça, c'est juste les intentions de vote. Vous avez mentionné les taux d'appréciation des chefs. On a vu les taux d'approbation pour M. Carney en hausse depuis les 2 dernières semaines et des chiffres, une certaine érosion pour Pierre Poilievre qui surviennent au mauvais moment juste avant le congrès d'aujourd'hui. Oui, justement. Et là-dessus... dans quelle mesure est-ce que vous croyez que, pas que M. Poilievre puisse vraiment renverser la vapeur, mais qu'est-ce qui explique cette dégradation par rapport à sa cote?
Évidemment, l'incertitude mondiale qui était à l'avant-plan de la dernière campagne en 2025 fait mal aux conservateurs. Plusieurs électeurs canadiens le disent dans les sondages, veulent de la stabilité devant l'instabilité causée principalement par Donald Trump. Et ce n'est pas une coïncidence si ces chiffres-là ont bougé. On parle du discours de Mark Carney à Davos, mais surtout les attaques répétées, le recommencement de ces attaques-là envers des alliés de l'OTAN. Je crois que ça déstabilise un peu l'ordre mondial et les Canadiens sont inquiets. Et lorsqu'ils sont inquiets, ils vont vers des valeurs plus sûres. Parlons un peu de ce qui va bien pour M. Poilievre. On sait que sa base est très mobilisée, elle est très consolidée, très solide. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la coalition conservatrice qui est rassemblée ici à Calgary, mais non seulement ici à Calgary, évidemment partout à travers le pays. Et on sait qu'elle est, je le mentionnais, très solide, mais est-ce qu'il y a quand même des inquiétudes par rapport à ce que ça signifie pour M. Poilievre? Il y a des inquiétudes parce que, bien sûr, nous avons entendu dans plusieurs speeches, plusieurs discours depuis hier, les conservateurs qui martèlent « Nous avons grandi notre base, nous avons eu 2 millions de votes supplémentaires à la dernière élection » et tout ça, c'est vrai. Cependant, les conservateurs étirent un peu leur grande tente, leur grande coalition d'électeurs. Et il y a des électeurs plus à droite du spectre politique qui font peur à des électeurs plus centristes. Et donc, au fur et à mesure que la droite un peu plus poussée chez les conservateurs grandit, elle effraie un peu des électeurs centristes qui sont allés se réfugier vers M. Carney. Alors, il y a une dynamique à plusieurs dimensions qui se jouent ici. Et on doit le dire, il y a des chiffres pour le NPD, on n'en parle pas beaucoup, mais des chiffres pour le NPD qui sont tellement bas que les conservateurs n'arrivent pas à grimper et surpasser les libéraux. Alors, c'est multidimensionnel, comme nous l'avons mentionné, mais on regarde des régions clés que j'ai mentionné, le Québec. Le Bloc québécois était en baisse dans les derniers sondages et ce n'était pas à l'avantage des conservateurs, c'est les libéraux qui ont repris ce terrain-là. Et les conservateurs ont besoin d'un vote plus divisé au Québec pour espérer gagner des sièges. Vous avez déjà évoqué brièvement l'effet du président Trump, qui, on le sait, s'ingère constamment dans l'actualité politique, tant à l'international qu'ici au Canada. On sait que 70% à peu près des Canadiens ont une opinion défavorable à compte du président Trump, alors qu'au sein du Parti conservateur, au sein de la base conservatrice, c'est beaucoup moins prononcé, je pense qu'on peut se dire. À quel point est-ce que ça pose problème pour M. Poilievre qui doit naviguer entre ces deux publics? Il doit jongler plusieurs coalitions, en effet. Il y a, et on doit le dire, on doit le mentionner, on est à Calgary ici, il y a des séparatistes albertains qui aiment M. Trump, qui croient que l'Alberta n'a pas un bon deal avec le reste de la Confédération, mais qui appuient encore Pierre Poilievre. Alors qu'on a aussi des conservateurs plus modérés, des conservateurs nationalistes qui aiment le Canada. Et donc, Pierre Poilievre doit jongler ces multiples coalitions-là. Et c'est vraiment difficile à faire, bien sûr. Alors, j'ai bien hâte de voir la réaction des gens au discours de Pierre Poilievre demain, à quel point il va aborder les problèmes à l'international que l'on voit à cause de Donald Trump, parce que, bien sûr, ça a un effet sur l'électorat à la maison. Parlons un peu du discours et surtout du vote qui est attendu, parce que la barre que M. Poilievre, on semble, doit atteindre maintenant, se situe à peu près au 84%. C'est le chiffre qu'on mentionne de plus en plus. Est-ce que vous croyez qu'il va réussir à l'atteindre? Si je peux vous demander de vous prononcer là-dessus. Et je dois être très prudent dans ce que je dis, bien sûr, parce que je suis un homme de chiffres. Je ne veux pas faire de l'astrologie avec vous aujourd'hui, mais c'est sûr que, en effet, le 84% fait référence au score de M. Harper après qu'il ait perdu l'élection 2004. C'était en 2005 à Montréal. Et ça serait un bon score pour M. Poilievre. S'il devait avoir quelque chose qui tourne autour de 84-85%, je crois que ça serait amplement suffisant pour lui de continuer d'être le chef du parti. Mais n'importe quel chiffre qui commence par un 7, un 77, 78, il pourrait y avoir des questions qui vont se poser. Et surtout si M. Carney arrive à gouverner comme un gouvernement majoritaire à Ottawa et que le temps passe et que les chiffres ne s'améliorent pas pour les conservateurs, ça pourrait devenir un problème à long terme pour M. Poilievre. Donc, attendons voir les chiffres demain. Je ne veux pas me prononcer, malheureusement, mais je sais que ça fait de la bonne télé. En effet. Une fois que le discours, le vote sera derrière lui, est-ce que vous avez l'impression que M. Poilievre, évidemment, ça dépend du résultat, mais est-ce que vous croyez qu'il pourra réussir à trouver un juste équilibre et vraiment ménager la chou et le chèvre? C'est indéniable que M. Poilievre a un énorme talent. Il a réussi à grandir la base conservatrice, mais il a aussi réussi à grandir la base libérale en poussant des électeurs qui, carrément, ne voulaient pas de lui au poste de premier ministre. Les sondages étaient clairs là-dessus le printemps dernier et ils disent encore ces conclusions-là aujourd'hui. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que les conservateurs et M. Poilievre, est-ce qu'ils doivent simplement attendre que les libéraux fassent des gaffes et que l'usure du pouvoir se manifeste, ou est-ce qu'ils peuvent encore grandir leur base? Je pense qu'il y a de l'espace pour grandir, mais
M. Poilievre est moins populaire que son propre parti, selon les chiffres que nous avons vus. Alors, c'est un défi majeur pour un chef qui a des taux de popularité moyens de renverser cette vapeur-là. Ben, c'est certain que ça va être bien intéressant à suivre et j'espère qu'on aura l'occasion de se parler une autre fois, une fois qu'on aura les résultats. Avec grand plaisir, merci. Philippe Giffroni, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci. Pendant ce temps, mon collègue Rémi Autier continue d'échanger avec les gens ici au BMO Center à Calgary. Entre eux, le député conservateur Bernard Généreux, qui représente la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katsikomic-Témiscouata. On peut écouter cet échange. Alors, M. Généreux, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est pas votre première convention, on va se le dire. Celle-là, d'après vous, elle va se démarquer en quoi par rapport à toutes les autres conventions qui ont souvent les mêmes choses qui reviennent, mais celle-là, vous la voyez comment différemment des autres? Bien, c'est une bonne question. Moi, je suis là depuis 2009, donc ça fait quand même un bague, comme on dit en bon français. Puis c'est ma 4e ou 5e convention. Donc, oui, effectivement, c'est toujours des moments très importants. Celle qui va différencier, je pense que le moment dans l'histoire du Canada est important, autant pour notre parti que pour notre pays. Et je pense que Pierre Poilievre va faire un très bon résultat. On doit garder le focus sur l'économie, sur tout ce qui se passe actuellement au niveau international. J'ai besoin de nommer notre voisin. Tous ces éléments-là font en sorte que c'est une convention très importante. Justement, une convention, c'est le moment de se concentrer sur le parti, le message qu'on veut envoyer aux électeurs de la nation, tout ça. Mais cette fois-ci, le contexte international, il teinte absolument les discussions. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'inusité ou est-ce que c'est quelque chose que vous entendez beaucoup de la part des délégués? En fait, on entend de façon quotidienne, autant dans nos circonscriptions qu'à Ottawa, les préoccupations des Canadiens et des Québécois, bien sûr, qui sont très légitimes en ce moment. Je pense qu'il faut le dire, là, le moment dans l'histoire, encore une fois, du Canada et du monde est vraiment particulier. Alors, inévitablement, ces discussions-là ressortent, si on veut, du lot, malgré que la préoccupation première de l'ensemble des Canadiens est l'abordabilité. Et on se le fait dire à tous les jours. J'ai posé encore une question hier en Chambre des communes. J'ai des nombres de vues incroyables sur mes réseaux, des commentaires. Les gens ont beaucoup de difficultés à arriver dans le moment où on est actuellement. Le coût de la vie n'arrête d'augmenter. Et je pense que les politiques libérales n'aident pas la situation. Et on entend ça de façon quotidienne. Donc maintenant, il faut qu'on garde le cap, nous, sur les politiques qu'on veut mettre en place. La raison aussi de faire des conventions comme celle-là, c'est d'arriver avec des nouvelles politiques, de proposer des politiques pour qu'éventuellement soient mises en place. D'ailleurs, elles ne le sont pas tous. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que c'est adopté ici, elles seront automatiquement mises en place. Mais il y a quand même des choses très intéressantes qui vont être discutées ici en fin de semaine. Justement, je vous écoute, là, puis des fois, des conventions, c'est des moments de cassure, des moments où on élit un nouveau chef, ou c'est des moments qui peuvent changer la dynamique ou le cours d'un parti, en quelque sorte. Là, vous me parlez fort soutien pour M. Poilievre, encore les questions d'abordabilité qui restent le pain et le beurre de votre parti depuis longtemps, mais particulièrement ces dernières années. Donc, est-ce que c'est la continuité, vraiment, l'esprit de cette convention? Absolument, parce que c'est pas nous qui choisissons ces thèmes-là de la société. C'est les sociétés qui nous les imposent. Inévitablement, on doit être à l'écoute de ces préoccupations-là de la part des Québécois et des Canadiens. Si on ne les écoutait pas, je veux dire, on n'aurait pas 40 du vote au moment où on se parle encore dans les sondages. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'après 8 mois du gouvernement libéral en place, là, on a vu dans les derniers jours, quelques jours, là, une certaine différence un petit peu dans les sondages, mais depuis 8 mois, il n'y avait pas de différence dans les sondages. Donc, si les libéraux s'étaient si démarqués que ça, il y aurait eu un gap très important, ce qui n'est pas le cas. On demeure un parti politique très populaire. D'ailleurs, aux dernières élections, on a très bien fait, malgré qu'on n'ait pas gagné. Donc, sincèrement, on doit continuer dans cette lignée-là. Nous sommes le parti à l'écoute des citoyens et nous sommes le parti de la rigueur fiscale, ce que les libéraux ont oublié depuis 11 ans, malheureusement, avec 11 déficits. J'avais besoin de vous le rappeler. On doit le noter quand même, des scores quand même records au niveau de l'électorat de la part de votre parti lors des dernières élections.
Cela dit, vous êtes depuis 2009 élu, vous avez dit, bon, vous nous l'avez dit, 4-5 conventions environ. Oui, mais vote de confiance, justement, on y arrive. Oui. Est-ce que c'est votre... je me trompe peut-être, mais c'est la première fois qu'il y a un vote de confiance? Ou comment vous voyez ce vote de confiance? Est-ce que c'est une expérience nouvelle pour vous? Comment ce vote-là s'inscrit dans ce que vous avez vécu, vous, depuis que vous êtes député? Écoutez, depuis 2009, j'ai été élu sous la gouverne de M. Harper à l'époque. J'ai été 1 an et demi au pouvoir avec lui, puis on a fait quand même un bon travail, je pense, à ce moment-là. 2015, j'ai perdu par 9 votes. En réalité, j'ai perdu par un vote en 2011. Donc, je suis revenu en 2015 et depuis ce temps-là, je ne cesse de prendre de l'ampleur dans le nombre de votes que je reçois dans mon comté. Donc, puis un comté qui s'est agrandi cette année en plus. Donc, la perspective que j'ai par rapport à notre chef actuel, c'est qu'il est la meilleure personne placée pour être capable de diriger notre parti vers une prochaine élection, qui, je crois, arrivera plus tôt que tard. Les libéraux, je pense, voudront ou essaieront d'avoir une majorité. Il y aura un nouveau chef au NPD dans les prochaines semaines. Donc, inévitablement, je pense qu'on doit rester solidaire, on doit rester très fort, de garder le focus, je le répète encore une fois, sur ce qui concerne les électeurs, et c'est l'abordabilité. M. Trump, oui, effectivement, c'est dérangeant, etc. Et il fait beaucoup de... Je crois pas que... Je lisais il y a quelques jours que les tarifs qu'il a annoncés depuis pratiquement un an, presque la totalité ne se sont même pas appliqués, ou en tout cas pas en totalité. Alors, il fait bien peur avec tous ces chiffres et toutes ces balivernes, je vais appeler ça de même, mais il en demeure pas moins qu'au Canada, on est un pays riche, on est un pays fort, on est un pays souverain, et il n'est pas question de devenir le 51e État des États-Unis. Et Pierre Poilievre est la meilleure personne pour les conservateurs pour nous mener vers une nouvelle campagne électorale éventuellement. Dernière question. Votre confiance, elle est à Pierre Poilievre. Vous allez absolument écouter son discours cet après-midi avec attention. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'être convaincu. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'il va donner un discours. Je veux dire, vous nous avez parlé de la cote de l'appui dans le vote, dans les sondages. On doit dire quand même que, selon les sondeurs, M. Poilievre n'a pas la même cote que votre parti. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que vous espérez entendre? Et vous avez eu le caucus ce matin, peut-être que vous avez un aperçu. Mais qu'est-ce que vous sentez que va être le message envoyé aux militants et aux Canadiens par votre chef cet après-midi? Je crois que le message est un message d'unité, un message de confiance, un message d'espoir. On doit garder espoir que le Canada peut redevenir un pays riche, non seulement dans son entièreté, mais pour chacun des individus qui le composent. Et ça, je pense que c'est un message que Pierre a mis de l'avant dans la dernière élection, continue à mettre de l'avant depuis ce temps-là. Et il y a beaucoup de gens qui en arrachent dans la vie au Canada actuellement. C'est pas normal. Et il faut absolument... C'est pas juste envoyer un chèque de 800$ qu'on va régler le problème, là. D'ailleurs, le 9 milliards que ça va coûter, ils n'ont jamais dit où qu'elle allait le prendre. Donc, inévitablement, il y a des choses à aller s'assurer que c'est bien fait dans l'ordre des choses, fiscalement parlant pour le Canada. En tout cas, moi, le message d'espoir que Pierre va lancer après-midi, je suis convaincu que les gens vont raisonner à ça et ils vont lui donner un score magnifique après-midi. Et on va suivre ça et on va écouter ça aussi attentivement que vous. Monsieur Généreux, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, Merci beaucoup. Merci à CIPAC, par ailleurs. And that was Remy Autier here with us in Calgary covering the 2026 Conservative National Convention. Hello, everyone. I'm Michael Serapio back with CPAC special coverage. And with me right now, a face very familiar to the CPAC audience, Cole Hogan, Conservative strategist. Cole, thank you for being here. Thanks for having me. So, listen, we're going to talk about the speech that Pierre Poilievre is going to give tonight and the vote on his leadership in a moment. But I want to begin with the morning so far, because really, for the delegates here, this is the first time since the election where they've actually been able or are able to share their views, their opinions, their postmortem on what happened. And I don't know if it's your read of the room. There's clearly some frustration being expressed with the last campaign. Yeah, I think that there is, certain segments of the party across the country who want to look at how we delivered. Like, yes, there were some considerable gains in Southern Ontario, a bit in the GTA, and in British Columbia. And we saw those successes and wins celebrated yesterday. A lot of people on the stage were those new MPs. But today in the policy resolution and in some of the conversation, what's taking place is a hard look at, okay, what did we not do so well? And where can we improve for the next go
go around in the election and make some improvements so we can actually gain that extra million votes, so we can win more seats in Ontario and in BC and in more, densely populated places, so we can actually seal the deal and win the next election. How receptive is the national executive to that message? How receptive is the opposition leader's office to that? I think they're receptive to it because they hear it all the time. And this is, like you mentioned, it's the best place for them to do that. So you have the Conservative family gathered together here in the Conservative heartland to talk about these things and say, hey, exactly, what did we get right? What did we get wrong? And I think the OLO, the Office of the Leader of the Opposition, and the National Executive are very receptive to that because they hear it directly from anyone who has a council position or just people in the public generally that are part of the membership that like what Pierre Poilievre is doing but would like to see some change in approach for the next election. So again, we can put together the best team, the best effort, and bring it home in the next election. Okay, so I'm going to pick up your point on approach in a moment, but you mentioned policy earlier, and without a doubt that is being discussed right now, figuring out what will make its way to the plenary tomorrow. And there is a local MP who you might know by the name of Corey Hogan. That's right. And this Liberal MP, your cousin, did send out a message yesterday regarding this convention. And he says this: while this should be an opportunity for Conservatives to focus on the issues that matter to Calgarians and Canadians, they'll instead be spending their time debating a woman's right to choose, the harmful and discriminatory practice of conversion therapy, and defunding CBC Radio-Canada. It's clear Pierre Poilievre's Conservatives are doubling down on the same divisive American-style politics Canadians rejected last spring at this crucial time for our country. That's not the serious leadership Canadians expect and deserve. Again, the Liberal statement as released by a local MP here in Calgary, Corey Hogan. What's your response to that? Well, my first response is that you don't get to pick your family. So sometimes they make arguments you don't like, and you have to work through it. Secondly, Corey is great at his job as a partisan politician. I disagree with almost everything that he says, but he's good as a political practitioner. So I'll give him kudos for that. Although, the talking point of American-style politics, I'll have to say, is probably the laziest, most outdated attack in Canadian politics. To just say someone is practicing American-style politics, to me, is very uncreative. But especially when you consider the Liberal Party's politics are 100% defined by what happens in the United States. So that's a second point that I'd use to address my cousin Corey. The third would be Pierre Poilievre and the Conservatives have identified at least 5 areas where they're willing to work with the Liberals. They said they would vote in favor of the GST rebate. They said they would vote in favor of any measures to make groceries more affordable. They said that just like they voted on Bill C-5, they would vote in favor of any energy project, any pipeline project. They also volunteered to vote on any trade deal that has been put through or is about to be put through. And they're also willing to vote and go over to the States on a bipartisan delegation to work with the Liberals to get a deal in Washington. So, Corey addresses all this stuff where the Conservatives don't want to work with the Liberals. Well, the social issues there are the whims and directive of the members. So what the members want to choose through their EDAs and bring it up through the council, if they want to put these issues up for consideration at a plenary debate here, they're more than welcome to do so. Does every policy resolution reflect the will of the membership at large? No, you have certain interests in the large Conservative family that represent different interests and ideological persuasions, and this is the place where you sort it out and figure if anything's going to actually make it to the platform. Okay, listen, let's switch over now to the leader, Pierre Poilievre. He'll give his speech later this evening, and going into this, we know a few things. He has been trailing Mark Carney as preferred prime minister by about a 20-point spread, trailing by 20 points for almost a year now. We have the most recent polls out saying that Mark Carney's approval rating is up, Pierre Poilievre's approval rating is down. What does he need to do in the speech tonight? What does he need to say to the delegates here and to the Canadians across the country? Well, I think leading up to this speech tonight, we've seen in the previous week, like I mentioned before, a little bit of more willingness to work with the Liberals and Mark Carney on certain things. The GST rebate, Bill C-5, some bail reform bills. The Conservatives then, genuflecting and saying, hey, these are the areas where we can work with you to get things done for Canadians, because I think that's what Canadians have said to Pierre Poilievre and the Conservatives, like we are closer than we've ever been to government, but we need to see a bit more. So I think that was an effort to set the stage for a speech tonight, and I think Pierre Poilievre will, he'll run the greatest hits for the members, and we want to hear that stuff, but we want to hear a bit of a different tune as well. So I think we'll hear Trump addressed in some way, shape, or form. We'll
definitely hear about how we need to become more sovereign in regards to our energy prospects and projects. And I think we'll see a meshing of those two ideas and priorities to make sure that we're talking to the base, but also the broader public, so we can win that extra million votes and hopefully win the next election. Can he be the man to change the perception of the party leader, though? You know, we've known Pierre Poilievre for decades now. We've seen him carry out a campaign. He was very consistent, almost to his detriment, because he didn't pivot quickly enough in the campaign. Is he the man to usher in any type of amendments or changes for the party in order to win whenever another election happens? Well, I think some things need to change, but Pierre needs to also stay consistent. He built to this 41% of the vote, this extra 2.5 million votes, the extra 25 seats, by being so consistent that he drove the governing agenda for the tail end of the Trudeau Liberals and for the Mark Carney Liberals. But has he done as much as he can do for the party? Oh, no, there's still more to do. The work's never done, and I think that's part of the conversation that's happening here. But Pierre needs to add to, not subtract from what he's doing. I think when it comes to inflation, the cost of living, housing, immigration, these are areas that the Conservatives hammer on, and Pierre Poilievre has driven that conversation so much that the Liberal governing agenda responds to what he leads on. So keep doing that, shift some things as needed in regards to the Canada-U.S. relationship and making ourselves less reliant on America for natural resource extraction and exports. Add those things two together, and hopefully you have a winning formula. Okay. Out of the lips of a Conservative strategist, hopefully a winning formula, says Cole Hogan. So thank you for that. Listen, we'll speak throughout the weekend, and of course we'll be listening to the speech together. But everyone, Conservative strategist Cole Hogan joining us here as CPAC continues its special coverage of the 2026 Conservative National Convention. And now I'm going to throw it to Andrew Thompson, of course my colleague out there in the Convention Centre, meeting several people, including delegates on the ground. Andrew. Jeffrey Turner is policy chair for the Etobicoke Lakeshore Electoral District Association. Jeffrey, good to talk to you. Yeah, thanks, Andrew. Happy to talk with you about this. Now, you were in one of the sessions this morning on policy, a session focused on social policy issues, items that delegates are hoping to get into the Conservative Policy Declaration. Tell me how that discussion went and what your key priorities were that you want to see endorsed at this convention. Okay, so yeah, it was the policy breakout room. It dealt with social policies, but also health policies and criminal justice policies. And yeah, at Etobicoke Lakeshore, our EDA, we had two policies up for discussion. Those were on bail reform, about toughening the laws to protect the public and reprioritizing that, and also the process used for judicial appointments. And I'm happy to say that both of those policies got sufficient approval from the delegates in the room to advance to the plenary tomorrow. So you'll be debating that tomorrow. But of note, there was one resolution that got voted down. Tell me about that. Yeah, there were a couple that were voted down, and one of them was the proposal that would change the language on abortion in the Conservative Policy Declaration. So it was a proposal to delete that phrase that says that the Conservative Party will not support any legislation to regulate abortion. But that proposal to remove that language did not get the support of the delegates in the breakout room, so it is not advancing to plenary. Okay, and this afternoon the discussion is going to be focused on some other governing issues in terms of that policy declaration. Tell me what you're watching for in that debate. Right. Well, in the policy breakout meeting B, it will include some of the fiscal policy resolutions, and we have another one coming up there. It's a tax policy about income averaging, so I'll be speaking to that this afternoon. Hope to see that advance as well. Now, you're active at the riding level, and there has been debate today on the party constitution, specifically how the party handles candidate nominations. Tell me why this is an important issue for grassroots Conservatives. Yeah, and I wish I could have been in that constitutional breakout room, but it conflicted with the policy one that we were involved in. Well, yeah, I mean, there have been numerous proposals from across the country where EDAs were pretty upset with how the nomination process was run in the last election leading up to it. And so you've got EDAs really trying to constitutionalize the rules, i.e. taking them out of the hands of the National Council, which developed a set of rules that really weren't abided by the last time, and to change the Constitution to basically put into the permanent body of rules governing the party stricter rules that would control how the nominations would go. So there were a bunch of resolutions in the Constitutional Forum. Some of them were conflicting with each other. I don't know the outcome of those yet and whether any of them will advance to plenary, so I'm looking forward to seeing that shortly.
Okay, and we are of course looking forward to the leader's keynote address later today from Pierre Poilievre. What are you expecting, hoping to hear from the leader as he makes that pitch before delegates vote in that review? Yeah, I mean, it's a pretty important speech for our leader. He's got an opportunity to set the direction of the party. I mean, there's been tremendous accomplishments. He's done great things for the party in terms of broadening our support. And as you saw this morning, the fundraising totals have been fantastic. But the open questions are about the electability of the party and our platform and competing with our new competition with Mark Carney as the Liberal leader. And whether we can win over enough voters that didn't vote for us the last election, and we need to reach out to those voters. What is our leader proposing to do to achieve that? So that's what I'll be watching for in the speech. And is electability really the key issue for you in the riding that you're in Etobicoke Lakeshore? It has gone Conservative before during the Stephen Harper years, but it has now been held by the Liberals through several elections. What do you think is the message that will get through at doorsteps in the next campaign? Yeah, electability is a big issue for us and many other EDAs in the Toronto area because we have been unsuccessful for the most part in recent history at electing Conservative MPs. You're right, in the Harper government in Etobicoke Lakeshore, we did elect a Conservative MP in Etobicoke Centre right nearby, and there were several others. But it's been a long time, and it's just quite demoralizing for many of us to not have been able to succeed in this last election where we thought that we had the voter support behind us given the polls that were in the lead up to the election. So electability of our party and what are we going to do to compete in the new landscape where we have a different Liberal leader, where the NDP's role is unknown at this point. Those are all open questions. Okay, Jeffrey Turner, Etobicoke Lakeshore, thank you so much for this. Thanks a lot, Andrew. Pleasure to talk with you. Merci, Andrew. Alors, finalement, le résultat du vote ce soir dépend, on le sait, évidemment, ça reste entre les mains des quelques 2500 délégués qui sont rassemblés ici à Calgary. Et si l'immense majorité d'entre eux, pour l'instant, appuient M. Poilievre, il y en a quand même quelques-uns qui se prononcent à l'encontre de son leadership du parti. Parmi eux, Sandy White, ancien conseiller politique du gouvernement Stephen Harper. Monsieur White, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. En fait, aujourd'hui, cet après-midi. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes, je le mentionnais, vous êtes l'un des rares délégués conservateurs qui s'oppose publiquement à l'attitude et au leadership de Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Le problème avec notre parti un peu, j'adore le Parti conservateur, je suis membre de longue date, c'est le marketing, c'est la manière dont on livre le message. Et je trouve que je suis d'accord avec la plupart des choses que M. Poilievre il dit. Par contre, le plus gros problème que nous avons, c'est rien de personnel, évidemment, mais c'est que le chef est moins populaire que le parti. Alors, si on veut un parti qui peut gagner, il faut un chef qui peut gagner aussi. Et je ne pense pas que M. Poilievre est le messager pour livrer cette course et la philosophie conservatrice qu'on aimerait présenter, qui est beaucoup plus positive, si on peut dire ça. Alors, je trouve que ce qu'on devra faire comme parti, c'est engager, attendre, mais on fait le vote aujourd'hui sur le leadership de M. Poilievre. On verra où ça va tomber, mais d'après moi, on a besoin d'une nouvelle image du parti. C'est certain que M. Poilievre a cette réputation d'être un chien d'attaque. C'est ce qu'il faisait lors du gouvernement de Stephen Harper. Dans quelle mesure est-ce que vous diriez que ce point de vue dont vous avez articulé est partagé par non seulement le reste des membres du parti, mais évidemment les délégués qui seront ici et qui voteront sur son leadership? C'est dur à dire des chiffres, évidemment, mais je parle avec beaucoup de conservateurs de partout au Canada. Je suis moitié albertain, moitié québécois, moitié ontarien, un peu de tout. Et j'ai des amis et des connaissances partout. On trouve de plus en plus que les conservateurs, plus de centre-ville, de Montréal, de Toronto, de Vancouver, un peu de Calgary aussi, sont un peu moins derrière M. Poilievre. On veut une attitude qui peut plus nous mener à un message, comme je dis, positif, mais si je peux dire un nombre, c'est dur pour moi de dire, mais je vois que le vote, il va passer presque dans les alentours de 70%, 80%. Je sais que M. Poilievre, il va gagner. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui se passe pour le parti? Qu'est-ce qui se passe pour le pays après ça? Oui, parce que le Parti conservateur a quand même très bien performé lors des dernières élections. 41,3% des voix, 144 députés conservateurs élus aux communes. La base est hyper motivée, elle est solide, elle est consolidée. Pourquoi est-ce que c'est pas suffisant pour vous?
faut gagner, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la grande question. J'ai un énorme respect pour M. Poilievre. Je ne pense pas qu'aucun autre chef n'aura pu nous amener où il nous a amenés comme parti. C'est un chef d'opposition extraordinaire, peut-être jamais vu dans l'histoire du Canada, je dirais même. Mais est-ce qu'on peut transitionner comme chef d'opposition à une personne qui est beaucoup plus préministérielle, si on peut dire ça, particulièrement dans le contexte géopolitique maintenant qu'on vit, qu'on voit? Alors, d'après moi, la question, c'est oui, on a eu un pourcentage de vote de 41% dans la dernière campagne, mais ça, c'est beaucoup en raison de la chute du NPD qu'on a vu. Est-ce que le NPD va remonter? Ça, on ne le sait pas. On voit leur campagne maintenant qui va pas trop bien. Il n'y a pas beaucoup d'appui, pas beaucoup d'intérêt là-dedans. Mais pour moi, c'est le pays va de plus en plus au centre-droite maintenant avec M. Carney, ce qui est une bonne chose pour la Parti conservateur. Avec nos idées, les libéraux, si je peux le dire, nous ont volé une bonne partie de notre plateforme. Alors, c'est juste la question de comment est-ce qu'on fait le marketing de nos idées conservateurs qui peut ramener un appui qui est beaucoup plus fort que juste la base conservateur. Donc, vous semblez suggérer que c'est vraiment un problème de communication. En même temps, si on pense aux différents chefs, alors le parti a évincé Andrew Scheer à la suite de sa défaite en 2019, même son de cloche, même histoire pour Aaron O'Toole en 2021. N'est-il pas le temps de donner, quand même, d'accorder un peu plus de temps au chef du Parti conservateur de vraiment faire ses preuves? En principe, je dirais oui. Mais d'après moi, on a quelques scénarios qui vont se passer après cette semaine. M. Poilievre va gagner soit avec 80%. S'il gagne avec 80%, il va rester comme chef. Mais si on voit où les sondages y vont maintenant, si on voit les démarches de M. Carney, c'est très, très, très probable que M. Poilievre va perdre la prochaine élection. Si c'est dans 1 an, 2 ans, même 3 ans d'ici. La deuxième option, c'est que M. Poilievre il gagne avec un peu de 70% de l'appui. Il va rester comme chef, mais avec un support qui est beaucoup moins ferme qu'il aurait pu aimer. Et dans ce cas-ci, je pense qu'il va être poussé à l'extérieur éventuellement. La troisième option, qui est le pire, c'est qu'il gagne avec moins de 70%. Et il va soit démissionner ou être forcé à quitter plus rapidement. Et quatrième, rapidement, c'est s'il y a une autre personne qui change de parti. Juste, en fait, s'il y a une autre personne, pour l'instant aussi, une partie du problème, c'est qu'il n'y a aucun autre prétendant qui voudrait peut-être remplacer M. Poilievre. Dans quelle mesure est-ce que ça pose problème pour ceux qui voudraient justement voir M. Poilievre quitter et voir quelqu'un d'autre peut-être embarquer? Est-ce que vous avez quelqu'un en tête qui pourrait prendre la relève? Bonne question et une importante question. Mais d'après moi, la démocratie, la beauté de la démocratie, c'est que c'est pas juste une personne, c'est un mouvement. Si M. Poilievre démissionne, il y en a plusieurs personnes qui aimeraient bien être chef du Parti conservateur du Canada. Alors, je ne vais pas dire de non. Je sais que les gens aimeraient entendre ça, mais je ne vais pas le faire. Mais d'après moi, il y en a beaucoup de personnes qui peuvent rassembler les Canadiens de toutes sortes, de toutes langues, de toutes cultures et être un chef beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus positif, qui peut garder la base ferme que nous avons maintenant, mais de le croître aussi. On verra bien. Évidemment, on attend tous avec grande impatience le résultat du vote de demain soir. Sandy White, merci encore une fois d'avoir été avec nous cet après-midi. Excellent. Merci à vous. Pendant ce temps, mon collègue Rémi Autier a eu la chance d'échanger avec d'autres gens rassemblés ici à Calgary. Rémi. Bon matin. Bon matin, M. Gould. Vous dites bon matin, puis ça a dû être tout un matin parce que votre caucus était à 6h30. M. Généreux nous disait que c'est peut-être un des caucus les plus tôt du Canada. Est-ce que ça a été un dur réveil ou un réveil plein d'espoir? Comment ça a été ce réveil ce matin à la Convention? C'est toujours un réveil qui est nerveux parce qu'on a peur de passer droit. Là. Fait que moi, je suis arrivé tard hier soir. Je me suis couché, il était minuit et demi. Fait que je me suis levé à 5 heures, le temps de faire notre toilette puis s'en venir ici au centre. Mais je suis arrivé d'un des premiers. On était seulement que 3. Fait que j'étais pas en retard. Comme d'habitude, je suis pas en retard. Non, vous êtes toujours fidèle au poste, on le sait. M. Gould, vous êtes un vétéran du Parti conservateur, je pense qu'on peut le dire. Cette convention-là, pour vous, elle représente quoi pour vous, mais aussi pour le parti? Bien, moi, je suis chanceux. J'ai fait toutes les conventions depuis la création, l'unification du Parti progressiste conservateur et de l'Alliance en 2003. Fait que j'étais au congrès d'ouverture en 2005. Donc, les 10 congrès qui ont passé, je les ai tous faits. Bien, moi, j'y vais dans la continuité parce qu'on a un parti quand même qui a à peu près une vingtaine d'années comme moi en politique. Fait que 20-22 ans. Fait que pour un parti politique, c'est relativement jeune. Puis il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli depuis tout ce temps-là.
Puis aujourd'hui, une convention, c'est dédié à nos délégués. On a des délégués partout au Canada qui sont très motivés, qui amènent ici des résolutions, puis qui souhaitent tous qu'ils puissent passer pour un jour être dans notre plateforme électorale. Et vraiment, c'est vraiment intéressant. Nous autres, on essaie de leur donner le plus de place possible dans les conventions. Et on va aller leur parler à ces délégués-là. On veut les entendre, nous aussi. Mais vous le dites, là, bon, il y a de la continuité, mais en quoi, selon vous, le Parti conservateur a changé depuis ce congrès de fondation auquel vous avez participé et aujourd'hui? Bien, tous les partis politiques changent avec juste un exemple, avec la géopolitique qu'il y a présentement dans le monde. On doit tous se réinventer, réfléchir à nos meilleures positions, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre voisin du Sud. Donc, le Canada a toujours une place de choix dans le monde et on est chanceux, on est un pays qui a énormément de ressources naturelles et les Canadiens sont toujours plus forts quand ils se battent tous les uns pour les autres. Et c'est intéressant parce qu'il y a des conventions, j'imagine, où vous êtes allés et c'était des enjeux purement nationaux, voire quasiment locaux. Et là, on est dans une dynamique où il semble que les enjeux internationaux ont une place, ont une influence. Est-ce que c'est un élément marquant de cette fin de semaine, selon vous? Ça va être sûrement un élément marquant parce qu'il va sans doute avoir des résolutions pour positionner le Canada de demain, un Canada qui va être plus diversifié au niveau économique. On n'a pas le choix. Il y a une nouvelle réalité mondiale et le Canada va s'adapter pour tirer son épingle du jeu. Un vote de confiance. C'est pas à toutes les conventions qu'il y en a. Il y en a un cette année. Comment vous voyez l'exercice? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est une façon de renouer ses vœux? Comment vous voyez l'exercice en fin de semaine? Bien, c'est dans notre Constitution. Chaque leader, après une élection qu'on n'ait pas un gouvernement majoritaire, doit aller au vote de confiance. Un exemple, en 2006, la prochaine convention, on était au pouvoir, mais le premier ministre a dû passer un vote de confiance parce qu'on était minoritaire. Imaginez la position, il était premier ministre, il devait passer devant ses délégués. Ça avait été relativement facile aussi, mais quand même, c'est un exercice quand même qui est assez stressant pour nos leaders. Là. Tous nos délégués sont là et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une convention. Mais vous avez été, j'imagine, sollicité à l'avance. On voit, bon, clairement, vous avez votre macaron, mais est-ce que vous sentez qu'il y a des discussions, que ça s'est activé en coulisses, que les gens discutent, parce que c'est jamais, comme vous dites, on peut être surpris. Comment vous voyez la dynamique? Bien, il y a toujours des écoles de pensée. Moi, je suis de l'école de pensée qu'un leader devrait au moins faire 2 élections avant de quitter. 2 élections qui auraient perdu ou qui n'auraient pas eu de bons résultats. Parce que souvent, la première élection, tu acquiers énormément d'expérience pour faire une élection nationale. Et à la deuxième élection, tu étais rendu sans doute à ton meilleur. On l'a vu avec Stephen Harper en 2004, il avait resté dans l'opposition. Mais en 2006, il n'avait pas manqué son coup. Mais s'il n'aurait pas eu la chance de faire une deuxième élection, il n'aurait jamais été premier ministre. Moi, je suis de cette école de pensée-là. Il y en a d'autres qui aspirent tout le temps de trouver des gens... Il y en a qui croient au miracle aussi. Mais moi, je crois à la continuité pour ceux qui travaillent fort et à l'expérience acquise vient toujours plus bénéfique à long terme. Est-ce que ça, c'est votre école de pensée et c'est très correct, mais est-ce que c'est aussi des apprentissages de ces années avec M. Scheer, avec M. O'Toole, qui, eux, n'ont pas eu leur deuxième chance? Pensez-vous que c'est des apprentissages que le parti peut avoir fait? Bien, j'espère que les délégués ont compris, parce que moi, comme je vous ai dit, j'étudie l'école de penser qu'on devrait toujours donner une deuxième chance. Et il y en a d'autres qui disent si tu ne comptes pas la première fois, on doit changer aussi vite. Mais moi, ce que je trouve malheureux, c'est parce qu'on met beaucoup de pression quand on n'a seulement qu'une chance de faire une élection sur des hommes ou des femmes de grande valeur dans notre parti. Et un coup que tu as été mis de côté une fois comme leader, tu ne peux jamais revenir dans ta vie. Ça, c'est le grand défi des leaders qui sont jeunes. Quand, mettons, tu as rendu un âge raisonnable comme la mienne à 62 ans, bien, si tu fais ce genre d'exercice-là, bien, tu tournes la page. Mais quand tu es dans 40 ans ou au début cinquantaine, bien, tu as encore du temps pour revenir. Fait que pour eux autres, je pense qu'ils devraient mériter une deuxième chance. Deuxième chance. Et peut-être en terminant, bon, on attend le discours de votre chef cet après-midi, où il va justement, peut-être en quelque sorte, faire le plaidoyer pour une deuxième chance. Mais vous l'avez entendu, vous, ce matin au caucus, et sans nous révéler, bien sûr, ce qui s'est passé au caucus, vous êtes ressorti comment de cette rencontre-là, de ce matin? Avec quel sentiment, avec quelle perspective de ce qui s'en vient pour cet après-midi et pour cette convention?
Ben, c'est sûr que le discours de ce matin, je ne sais pas si ça va être le même ce soir, mais il y a peut-être des lignes de pensée. Ben, je pense que c'était très positif, là, puis c'était vraiment un positionnement du Canada, version conservatrice de ce qu'on devrait faire pour que notre pays prenne sa place dans ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde qui est changeant, mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est votre présence au sein du Parti conservateur. Monsieur Gould, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. And thank you for that, Remy. You are watching CPAC's special coverage of the 2026 Conservative National Convention. Hello, everyone. I'm Michael Strapia. Beside me, my co-host, Marc-André Cossette, and our colleague, Andrew Thompson. Obviously, the day is not yet done. We are waiting for the delegates, for the MPs gathered here to make their way back to the main hall as they continue the afternoons. But, Andrew, I'll get you to start us off here because, again, they're ending their lunch break. We'll continue our full coverage of what's happening here. What can people expect on the floor? Yeah, we're going to be showing a lot more debate involving those conservative delegates. We're expecting some policy debate, and the focus is a theme that's called government, and so this takes in a broad range of issues. And look, we are going to hear some policies that the leader, Pierre Poilievre, has already championed. There's a resolution, for instance, calling for a dollar-for-dollar law on federal spending and savings. That's been a big priority for him in terms of his policy plank. But look, a number of other issues that we're watching. I'll just go through some of the key resolutions. One deals with the World Health Organization. This resolution says we need to reclaim Canadian sovereignty by withdrawing from the WHO and from the Pandemic Prevention, Preparedness, and Response Agreement. We also have resolutions dealing with immigration. For instance, there's one on student visa holders. It says that engaging in violent crimes, hate incitement, or acts of hateful intimidation should be grounds for revoking a student visa. There's a resolution on Canadian history and heritage. It says, quote, "We believe that Canada's history should be preserved and protected, not erased to meet the societal standards of the day." Of course, we've had a lot of that debate in recent years. Former Conservative Prime Minister Sir John A. Macdonald, for instance. There are some justice resolutions as well. One says that Parliament should review judicial appointments and that we should consider having fixed terms for federally appointed judges. Also of interest, there's one that calls for giving more power to the Federal Ethics Commissioner to levy fines and pursue sanctions against politicians who violate the Conflict of Interest Act. And the final resolution in this category is on foreign policy, and it says that Canada should not give any diplomatic recognition of a new state without a vote in the House of Commons. So these are all some of the issues we're going to be hearing about from those delegates at the pro mic, at the con mic. They'll be voting. But again, as we discussed earlier, this amends the Conservative Party policy declaration. It really shows what the membership wants the party to pursue as far as policy goes. It gets updated at every convention, but it is not binding on the leader. It is not binding on the party to include in terms of its campaign platform. Yeah, but at the end of the day, very interesting to see what the grassroots puts forward and what they think are priorities. Although, when it comes to what the grassroots supports or does not support, without a doubt, the very leadership of Pierre Poilievre is what's on the line today, Marc-André. Oui, tout à fait. Le discours est prévu. Son allocution est prévue pour 18h30, heure des Rocheuses, alors 20h30, heure de l'Est. C'est vraiment le grand moment attendu, la raison pour laquelle tant de fidèles du parti sont ici à Calgary, pour justement discuter de son avenir, dans une certaine mesure de l'avenir du parti également. Donc, ce sera prévu pour 18h30. Il y aura également une allocution par son épouse, Anaïda Poilievre, qui va la précéder. Donc, ce sera intéressant de voir comment elle, justement, va décrire son mari, décrire le chef du parti et ce qu'il a. Évidemment, toute sa famille a fait des sacrifices énormes pendant toute la campagne électorale et étant donné son rôle de chef. Donc, ce serait intéressant de voir comment elle va le présenter. Mais vraiment, c'est ce discours qui va vraiment ensuite donner le coup d'envoi pour les 2 heures qui sont réservées au vote sur le leadership de Pierre Poilievre par les 2500 délégués ici rassemblés à Calgary. Et là, la grande question, c'est quand on va avoir le résultat. Ça a l'air que ce sera communiqué par voie électronique. On devrait avoir un résultat d'ici minuit, heure des Rocheuses, donc 2 heures du matin, heure de l'Est.
Évidemment, on va beaucoup en parler demain avec bien des analystes pour voir quel chiffre en ressort et ce que ça signifie non seulement pour M. Poilievre, mais bien pour son parti également. Mm-hmm, mm-hmm. And to that, yes, the percentage is going to matter. What is he actually going to garner here? You know, Andrew, you're doing some research in terms of past performances, past reviews. Where does it stand? Because, you know, right now when you look at the polling numbers, 79% of the base, if you're looking at Abacus today, 79% of the Conservative base approve of Pierre Poilievre's leadership. Does that make a sensible watermark that he has to reach? Is anything less than 75% acceptable? Well, we've heard talk. One delegate I talked to in the run-up to this convention said he does think Pierre Poilievre can reach that 80% mark. That does seem to be the kind of number you hear, especially because that's the kind of number Stephen Harper got back in 2005. He and the Conservatives, the party had just formed. They lost the 2004 election. A few months later, the party held its founding convention. So he faced a leadership review there. He got 84%. And a few months later, he was prime minister. So you do hear a number in that range. And it has been interesting today to talk to some of the Conservative delegates about what they want to hear from Pierre Poilievre's speech. Some of them are being coy about how they're going to vote or whether they've even made up their mind. But there are a couple of themes that emerge. You know, certainly they want to hear about the Conservative message, the plan for the economy. We are in this tumultuous time in Canada, especially with the United States. So there is, I think, a desire to hear more from Pierre Poilievre on that front, the moment Canada faces. But there's also a desire, and we showed it in an interview earlier with a delegate from Toronto, about electability and what is the plan for the party going forward coming out of the last election. Because, you know, we've talked about these numbers. The party got that high number, 41% of the popular vote, a 24-seat increase. But at the end of the day, they didn't dislodge the Liberals from government. So I think there was a desire to hear, what is Pierre Poilievre going to do to get them to that next level? Yeah, and again, the base is happy with him, but when you look at the polling numbers, those that are not part of the Conservative base, not as happy with him. Many are done with him. So how does he bridge that gap? Can he bridge that gap without alienating the base, which is so loyal to him right now? So a lot that we'll be watching for tonight. You know, Marc-André, what are you going to be watching out for as a speech? And I say that quickly because obviously people are going to start behind us rather soon. Ben moi, ce que je trouve de plus en plus intéressant, c'est qu'en amont de ce congrès, je pense, les observateurs s'entendaient, et les conservateurs s'entendaient pour dire que vraiment, ils veulent réussir ce concours haut la main sans grande inquiétude. De plus en plus, je pense que les gens, on sent qu'ils sont un peu plus réticents à se prononcer. On sent que c'est peut-être pas forcément gagné. C'est certain qu'il va réussir le concours. Il n'y a personne qui pense qu'il va l'échouer complètement. Mais c'est vraiment la question par rapport au pourcentage. Et de plus en plus, je pense qu'il y a des gens qui soupçonnent que ça risque de peut-être d'être plus difficile que prévu initialement. Okay, so again, a lot to watch out for as this day goes on.